Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants, La Grande Évasion dans le Sud en compagnie de Sophie Allemand. Nous serons à Marseille. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Sylvie Allemand de l'Office de tourisme de Marseille. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pour commencer, situons Marseille pour les personnes qui nous écoutent via Internet, qui nous écoutent très très loin, à l'étranger. Comment fait-on pour y venir et où se trouve Marseille ? Marseille se trouve au bord de la Méditerranée. Je pense que je l'apprendrai à personne. Mais c'est bon. Nous, on le sait. Voilà. Donc, deuxième ville de France. C'est la capitale régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une accessibilité assez facile depuis Paris en TGV, avec un TGV qui met à peine 3 heures pour faire Marseille-Paris plusieurs fois par jour. Donc, c'est très pratique. Et puis, un aéroport international qui dessert bien sûr les principales capitales européennes, et puis un aéroport low cost. Donc j'insiste aussi là-dessus, puisque c'est très pratique de venir à Marseille, passer un week-end à moindre coût. D'accord. Il y a quelle population à Marseille ? Alors on atteint pratiquement les 900 000 personnes, et quand on prend l'agglomération, donc la Marseille-Provence Métropole, on arrive à 1,3 million. Pouvez-vous nous parler de Marseille à travers l'histoire ? Quelle est l'origine du nom Marseille ? Alors on parle souvent de cité phocéenne, voilà. Et voilà, parce que la Marseille a été fondée par les Grecs, par un groupe de marins grecs, des commerçants qui venaient de Phocée. Donc Phocée actuellement se trouve en Turquie, mais auparavant, donc il y a 600 avant Jésus-Christ, il y a 26 siècles, ça se trouvait en Grèce. Et ils ont découvert une côte qui ressemblait apparemment assez à celle au rivage qu'ils avaient quitté. Donc une côte très découpée. Donc maintenant on parle de nos fameuses calanques, qui est parsemée d'îles, d'îlots de calcaire blanc. Donc ils ont trouvé le site remarquable et ils ont fondé un comptoir, une ville qui s'appelait Massalia. C'est ce qui fait que Marseille est la plus vieille ville de France. Alors quels sont les points forts de la ville à travers le temps ? Alors une occupation grecque, comme je vous le disais, puis romaine, la ville de Massilia. Donc c'est une ville qui va grandir sur la rive nord du Vieux-Port. Aujourd'hui on appelle le quartier du Panier, qui est un petit quartier pittoresque avec encore des ruelles et un parcellaire finalement hérité du Moyen-Âge. Et la ville va grandir dans ses remparts, protégée du Mistral qui arrive du nord et face au soleil, donc plein sud. Donc une exposition tout à fait propice à l'agrandissement de la ville. Et en fait, tout au long du Moyen-Âge, elle va vivre sur ce côté nord. Et ce n'est que lorsque Marseille va devenir française, c'est-à-dire en 1481 seulement, donc fin du XVe siècle, qu'elle va s'agrandir sur la rive sud, et notamment avec l'intervention de Louis XIV, qui croyait beaucoup en Marseille et au développement de son port, déjà bien sûr avec une ouverture commerciale sur la Méditerranée. Donc Louis XIV arrive en 1660 à Marseille. Petite anecdote, il va en fait ne pas rentrer par la porte principale parce que celle-ci lui est fermée. Et il va pratiquer une brèche dans les remparts et arriver à Marseille un peu en conquérant. Parce que c'est vrai que les Marseillais, aujourd'hui encore, sont souvent traités de rebelles. Et les Marseillais qui étaient provençaux ne voulaient pas forcément se rattacher au royaume de France. Donc ils ont fermé la porte à clé de la ville. Et Louis XIV a dû faire une brèche dans le rempart pour pouvoir rentrer dans une des villes de son propre royaume. Quelles sont les ressources économiques de la ville de Marseille aujourd'hui ? Alors, on a une grosse activité bien sûr encore au niveau portuaire. Alors le système portuaire a changé bien évidemment. On n'a plus beaucoup de dockers et de déchargements sur les quais. On est plutôt sur un système de porte-containers et d'un port autonome qui se développe de Marseille jusqu'à Fos-sur-Mer, donc 70 km à peu près, et qui, donc outre le trafic de marchandises, est également très dynamique dans tout ce qui est pétrochimie, bien évidemment. On a également une économie de services avec des implantations de sociétés de téléphonie, high-tech et autres qui sont implantées à Marseille depuis quelques années. Et puis le tourisme, c'est mon cœur de métier, on va dire, le tourisme qui représente plus de 6% de l'emploi.
Donc ce qui est bien et qui ne fait qu'augmenter avec la venue de plus en plus nombreux de tourisme et de croisiéristes, puisque les croisières, c'est aussi une grosse ressource économique pour la ville. Alors justement, Marseille est également une ville de culture. Que propose la ville de Marseille au niveau culturel sous ses différentes facettes, à savoir les concerts, le cinéma, le théâtre, les festivals, etc. Oui, effectivement, c'est une ville de culture. Bon, on est dans une grande ville, je vous le disais tout à l'heure, deuxième ville de France, donc il est normal, j'allais dire, que la ville puisse offrir une offre culturelle variée. Il ne faut pas oublier que Marseille sera capitale européenne de la culture, donc il y a beaucoup de projets culturels qui fleurissent dans la ville et beaucoup d'expositions, de concerts, etc. En temps normal, il y a un pléthore de théâtres avec plusieurs scènes nationales, la Criée, le théâtre du Merlan, des théâtres plus petits, mais avec une programmation là aussi riche et variée, des cafés-théâtres notamment, des festivals, aussi bien l'été que l'hiver. Donc on a le festival de danse, le festival de Saint-Victor qui se déroule à l'automne dans l'abbaye de Saint-Victor, et puis le festival de jazz des 5 continents qui a lieu dans les jardins du Palais Longchamp l'été. On a la Fiesta des Suds aussi, donc ça c'est un événement culturel très important qui a lieu fin octobre et qui fait la part belle aux cultures du Sud, que ce soit le sud de la Méditerranée. Tous les Suds. Tous les Suds avec un S, effectivement. Et là, c'est vraiment plusieurs soirées de fiesta, de fête. Tant mieux. Puis on a également, bien sûr, des musées. Alors on va en parler, justement. Quels sont les différents monuments et curiosités ou musées que nous pouvons découvrir à Marseille ? Alors, j'allais dire Marseille est un monument à elle seule, parce que c'est vrai que vous vous baladez sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port, je vous en parlais tout à l'heure, c'est là où se sont installés les Grecs en 600 avant Jésus-Christ. Et c'est déjà un lieu de vie, de foisonnement culturel. Ici passe toujours quelque chose. Il y a des fêtes, aussi bien des manifestations de grévistes que de manifestations culturelles ou de rassemblements populaires. Donc déjà le Vieux-Port, il faut y aller. Il y a le marché aux poissons le matin, ça crie. C'est un lieu vraiment de plein de vie. Ensuite, pour celui qui viendrait à Marseille pour la première fois, il faut monter à Notre-Dame-de-la-Garde, comme on dit. C'est le point culminant de la ville. Donc 154 mètres au-dessus de la Méditerranée. Et là, on visite aussi bien la basilique qui date du 19e siècle et qui est d'un style romano-byzantin, donc avec des mosaïques extrêmement riches, des petites aisselles dorées à la feuille d'or. Donc ça, c'est déjà un lieu extraordinaire. Et puis le panorama à 360 degrés est à couper le souffle. D'ailleurs, certains étrangers doivent être très étonnés quand ils arrivent justement à Notre-Dame-de-la-Garde par ce panorama. Il y a le panorama, alors aussi bien sur la rade, parce que bon, je ne veux pas être trop chauvine, mais la rade de Marseille est quand même une des plus belles rades du monde. On a presque 60 km de côte entre l'Estac au nord, ce petit village, vous parliez de cinéma, donc qui a été mis en scène par Guédiguian dans Marius et Jeannette, mais qui est aussi célèbre pour les peintres de la fin du 19e siècle, puisque c'est là que Cézanne s'est installé et a appelé tous ses amis, Dufy, Renoir, Othon Fries et les autres, en leur disant la lumière de l'Estac est extraordinaire et il faut venir peindre à Marseille. Et donc la ville s'étend sur presque 60 km de long de façade maritime entre l'Estac et les Calanques qui se trouvent au sud. Donc c'est vrai que les gens qui regardent la ville depuis Notre-Dame-de-la-Garde sont très surpris par la largeur, enfin l'immensité de la ville. Ah, c'est magnifique l'Estac. Ouais. Jusqu'à Saucé-les-Pins, Carry-le-Rouet, oui, c'est très très joli. Tout à fait, c'est le début de la Côte Bleue. Alors l'Estac, c'est un quartier de Marseille. D'ailleurs à Marseille, on parle beaucoup de quartiers avant de parler d'arrondissement. Il y a 16 arrondissements, mais on est avant tout d'un quartier. On est de l'Estac, on est de Saint-Barnabé, on est du Panier. Voilà, on parle pas trop d'arrondissement. Et l'Estac, c'est la fin de Marseille et c'est le début de la Côte Bleue. Très jolie la Côte Bleue. Alors, c'est ce qu'on essaye de démontrer dans le feuilleton Plus belle la vie. Oui, alors Plus belle la vie, il y a des scènes tournées en extérieur qui permettent d'apprécier Marseille et ses différents quartiers, la lumière aussi, je vous en parlais à l'instant. Marseille, c'est une ville de lumière, une ville de cinéma, c'est une ville où
où on tourne énormément de films, de longs métrages, de courts métrages. Après, Paris, c'est la deuxième ville de cinéma, parce qu'il existe une lumière extraordinaire et aussi bien les photographes, les peintres que les cinéastes ne se trompent pas en venant à Marseille. Et Plus belle la vie tourne aussi dans des studios. Ce fameux quartier du Mistral, qui est en fait une reconstitution du quartier du Panier, se trouve à la Belle de Mai, donc dans cette friche industrielle qui a été réhabilitée il y a quelques années et où on trouve notamment les studios de cinéma de Plus belle la vie. Alors certains auditeurs nous demandent, est-ce que le feuilleton est représentatif de la vie de Marseille ? Ou c'est pure fiction? Il y a une fiction, voilà, oui, il y a une fiction. Après, c'est vrai que le côté chaleureux, sympathique, et méridional, oui, c'est Marseille, on peut s'y reconnaître. Après, tous ces faits divers, se passent pas quand même tous les jours dans Marseille. Voilà, il faut bien alimenter la série pour qu'il y ait toujours des intrigues et qu'il y ait toujours des téléspectateurs. Oui, tout à fait. Et alors, on nous demande si on peut visiter les studios de Plus belle la vie. Non, hélas non. Alors il y a une poignée de privilégiés, 1 ou 2 fois par an, qui sont tirés au sort via des concours sur des magazines divers. Mais sinon non, il faut savoir qu'ils tournent tous les jours. Ouais. Et donc ce serait perturbant en fait d'organiser des visites. Et puis il y aurait trop de monde. C'est un attrait considérable, Plus belle la vie. Tout à fait. Même nous, à l'Office du tourisme, les gens viennent et nous demandent, on voudrait visiter le quartier du Mistral, on voudrait visiter les studios. Parfois, ils ne se rendent pas bien compte que c'est effectivement un lieu des studios de tournage, de lieu de travail, et on confond un peu la fiction et la réalité. C'est sûr. Alors, les personnages historiques à travers le temps qui ont marqué la ville de Marseille, quels sont-ils ? Les personnages historiques, il y en a eu plusieurs depuis les Grecs, les grands navigateurs grecs. Après, on a eu également le comte de Monte Cristo. Je crois que s'il y en a un à citer, ce serait certainement lui qui a été le plus célèbre. Alors même s'il n'a pas existé, là aussi, on me dit souvent quand la légende rejoint la réalité. Mais le comte de Monte Cristo a été mis en scène par Alexandre Dumas. Et en fait, l'action du roman se situe au château d'If, où Monte Cristo est emprisonné et il découvre le secret de l'abbé Faria, qui est son voisin de cellule. Et à partir de là, il y a un trésor, des intrigues et la vengeance de Monte Cristo. C'est vrai que Monte Cristo, je crois que c'est le personnage peut-être à Marseille le plus connu. Oui. Après, plus près de nous, on a également Marius, César et Fanny, mis en scène par Marcel Pagnol. Ça serait pour du cinéma. Fernandel. Des années 30, Fernandel aussi pour les plus anciens. Et puis très proche, on a tout ce qui est le cinéma, de Guédiguian, de Taxi, etc. Le sport est très présent à Marseille. Le sport, oui, tout à fait. C'est une ville de plein air. Je vous disais tout à l'heure, la lumière y est pour beaucoup. On a plus de 300 jours de soleil par an, donc c'est vrai que pratiquer le sport à Marseille, c'est facile. On a bien évidemment une équipe de football, alors là, qui pour le coup est connue dans le monde entier. Oui. Olympique de Marseille, appelée plus communément l'OM. C'est une équipe historique, puisqu'elle a plus de 100 ans, et le stade Vélodrome est également un lieu mythique pour les passionnés de football. Donc c'est un stade qui, comme son nom l'indique, au départ était polyvalent, plutôt pouvait accueillir des circuits, des courses de vélo, aussi du football, du rugby. En 1938, il est transformé en stade de football pour la Coupe du Monde, qui a lieu en France, la Coupe du Monde de foot. Puis transformé à nouveau, agrandi en 1998 pour la Coupe du Monde de football. Et à nouveau, il est actuellement en travaux, il se refait une beauté ainsi que le quartier pour l'Euro 2016, où on aura la chance d'accueillir des matchs. Alors quelles sont les principales fêtes ou festivals, mais que l'on peut retrouver à date régulière chaque année, à chaque saison ? Si on commence par le côté, traditionnel, on a bien sûr la foire au Santon, qui est la plus ancienne foire au Santon de Provence, qui commence cette année, elle commencera le 19 novembre pour se terminer le 31 décembre. Donc là, on est complètement dans les préparatifs du temps de Noël qui sont très importants en Provence, avec encore la fête de la Sainte Barbe, le repas maigre le 24 décembre, en fait toute
ces traditions, et notamment les crèches, puisque la plupart des Marseillais font encore leur petite crèche chez eux. Et puis il y a les grandes crèches d'église, donc c'est une foire au santon qui a lieu sur le Vieux-Port, en bas de la Canière plus exactement. Et là, on va choisir un santon ou deux par année pour enrichir sa crèche. D'accord. Après, on a la Chandeleur qui va clôturer cette période de Noël. C'est la fête de la purification. C'est le 2 février et ça donne lieu à un pèlerinage en fait qui part du Vieux-Port où on promène la Vierge Noire qui se trouve à l'abbaye de Saint-Victor dans les rues de Marseille et on va la remettre dans la crypte. Et là, il y aura une messe, donc toute une procession avec des cierges verts. C'est un moment encore très émouvant et c'est aussi le temps de manger des navettes qui sont une des spécialités de la ville. Donc il s'agit d'un petit biscuit sec parfumé à la fleur d'oranger et que l'on mange plus particulièrement le 2 février pour la Chandeleur parce qu'elle est en rapport avec l'abbaye de Saint-Victor et cette fameuse nave qui veut dire la barque en provençal, qui aurait amené les saints sur les rivages de la Méditerranée. Mais on en mange toute l'année quand même. Mais le 2 février, il faut aller acheter ces navettes à Saint-Victor. On marque une pause dans la grande évasion dans le sud. Nous revenons dans quelques instants à Marseille. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours à Marseille, toujours en compagnie de Sophie Allemand au téléphone. Quelles sont les spécialités culinaires de Marseille et de sa région ? Beaucoup de poissons, bien évidemment, puisqu'on est au bord de la Méditerranée, donc tout ce qui est sardines, donc sardinades, les poulpes, les loups, les sards, les dorades, tout ce qui fait la richesse de la Méditerranée, et puis un plat typiquement marseillais qui est la bouillabaisse, bien entendu. Donc cette fameuse soupe de poissons de roche, ce sont des tout petits poissons qui donc ont beaucoup de goût et qui vont donner ce fumet à la soupe. On met des petits croûtons agrémentés de rouille. La rouille étant une sorte d'aïoli dans lequel on rajoute du safran, donc fort en bouche quand même, et qui va là aussi donner du goût à la soupe. Et puis en deuxième service, on va ajouter les poissons, la baudroie, le Saint-Pierre, la vive, la galinette, le rouget, qui vont être donc découpés et mis dans cette soupe de poisson. Et la bouillabaisse que l'on peut déguster dans ces nombreux petits restaurants qui se trouvent sur le Vieux-Port. Voilà, sur le Vieux-Port. Et alors il faut faire attention, c'est vrai, à la qualité, parce que la bouillabaisse a été beaucoup faite, refaite, imitée. Donc il y a une poignée de restaurateurs qui se sont unis pour écrire une charte de la bouillabaisse pour garantir justement la qualité et le nombre de poissons nécessaires à la fabrication de la bouillabaisse. Alors on dit que beaucoup de gens du Nord descendent vers le Sud. On l'a constaté un petit peu partout en faisant les émissions avec les divers offices de tourisme du Grand Sud. Est-ce que c'est le cas à Marseille ? Est-ce que les gens du Nord viennent s'installer à Marseille ? Alors ils viennent, s'installer bien sûr. Là, je vous le disais en début d'émission, le fait que depuis 2001, le TGV ne mette plus que 3 heures depuis Paris pour arriver à Marseille, c'est vrai que ça a favorisé l'installation de Parisiens ou de gens du Nord qui trouvent ça bien sûr presque plus simple d'habiter Marseille et de faire un aller-retour ou 2 par semaine, voire travailler à Paris, et d'avoir par contre une qualité de vie incroyable comme on peut l'avoir à Marseille, avec justement le sport de plein air, les calanques, la mer, 300 jours de soleil par an. Voilà, c'est vrai que c'est une qualité de vie énorme. Donc on a beaucoup de gens qui viennent s'installer à Marseille. Après, au niveau des touristes, et bien évidemment, nos clientèles tout naturellement viennent du Nord. C'est l'axe Nord-Sud qui est privilégié avec la vallée du Rhône, bien entendu. Donc on a des gens du Nord, mais aussi de Belgique, de Bruxelles, de Paris, Lyon, qui arrivent jusqu'à nous.
Alors donc, les infrastructures, on n'en parle même pas. Hein. Les infrastructures, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, évidemment, pour accueillir tous ces gens. Oui, enfin, j'allais vous dire, on est en perpétuelle amélioration, puisque c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, le tourisme était peu existant à Marseille. Hein. Enfin, c'était vraiment les prémices. Il y a eu beaucoup d'efforts entrepris. Je vous en parlais tout à l'heure, notamment vers les croisiéristes, puisqu'il y a une quinzaine d'années, on accueillait 20 000 croisiéristes. On va atteindre l'an prochain le 1 million de croisiéristes à Marseille. Donc c'est vrai qu'il faut des infrastructures pour les recevoir. C'est également important pour une ville comme Marseille parce que du coup ça fait des rentrées économiques, des retombées économiques, donc c'est pas négligeable. Et puis il a fallu aussi construire des hôtels puisque parallèlement au tourisme de loisirs, la municipalité a voulu développer tout ce qui était tourisme d'affaires, c'est-à-dire tout ce qui est séminaires, conventions, congrès. Donc là, c'est une rénovation des palais des congrès existants, des halls qui sont agrandis pour pouvoir accueillir de grandes manifestations. Et puis, parallèlement, du coup, des constructions, des rénovations d'hôtels. On a la chance à Marseille de voir arriver des investisseurs internationaux qui, malgré la crise, continuent à croire dans la ville et ouvrent des enseignes internationales. Il y a eu un plan d'embellissement à Marseille, notamment sur le Vieux-Port, la Canebière. Vous avez fait, il y a quelques années, des rénovations. Oui, il y a eu pas mal de rénovations de fait, d'agrandissement de rues, d'uniformisation, on va dire, de trottoirs, notamment sur les deux quais du port, enfin quai du port et quai de Rive-Neuve, où c'était un peu l'anarchie, où les voitures se garaient n'importe où. Là, il y a de vastes trottoirs qui ont été créés de façon à faire de véritables promenades. Les façades aussi, enfin les devantures des magasins et des restaurants, par exemple, ont été aussi homogénéisées pour en accord avec les bâtiments de France pour que le site soit respecté. Puis il y a eu l'arrivée du tramway aussi en 2007, donc qui a fait qu'il y a beaucoup de rues dont les immeubles ont été rénovés. Ça fait qu'on a une ville, un centre-ville qui est quand même agréable. Très beau à voir, voilà, et agréable, tout à fait. Est-ce que l'Office de tourisme organise des visites guidées, des activités ? Bien sûr, toute l'année. Donc l'Office du tourisme est situé idéalement sur le Vieux-Port, en fait sur le bas de la Canebière. On est au 4 la Canebière, donc sur cette artère mythique là aussi, est connue dans le monde entier. Et on est sur le Vieux-Port, donc là aussi un emplacement idéal. Et on est ouvert tous les jours, 2 jours par an, 25 décembre et 1er janvier, donc de 9h à 19h. Ça fait que les touristes nous trouvent quand même une bonne partie de la journée et de nombreuses visites sont organisées. Il y a pratiquement une visite tous les jours pour découvrir la ville, que ce soit en bus, en petit train, en tuk-tuk maintenant, à pied bien évidemment dans les différents quartiers de la ville. Il doit y avoir des petits coins qu'on ne soupçonne pas à découvrir comme ça quand on fait des balades à pied dans les petites rues de Marseille. Alors, soit on prend on loue les services d'un guide. On a d'ailleurs plusieurs balades, alors des balades classiques, mais aussi de ce qu'on appelle les balades insolites ou les balades de visiter Marseille autrement. C'est-à-dire des lieux, un petit peu plus confidentiels, qui sont généralement appréciés des gens qui connaissent déjà un petit peu la ville et qui veulent découvrir autre chose en fait, qui ont déjà fait les circuits classiques et qui veulent en savoir toujours plus. Et effectivement, comme Marseille est constituée de villages, on dit souvent la ville aux 111 villages, du coup il y a toujours un nouveau quartier à découvrir effectivement. Et des petites curiosités. Tout à fait. On a de la chance d'avoir des guides qui sont bien sûr passionnés, comme tous les guides, vous allez me dire, mais qui travaillent sur Marseille, qui se documentent régulièrement et qui sont toujours à la recherche du petit plus, en fait. Oui, parce que les gens aiment bien l'insolite aussi. Complètement, oui. Alors sur le site internet, que peut-on trouver ? Alors nous avons un site internet, bien sûr, marseille-tourisme.com, où là on va trouver j'allais vous dire une liste d'hôtels, de chambres d'hôtes, de manifestations aussi, un agenda en fait en ligne, donc en fonction de vos centres d'intérêt et des dates de votre séjour, vous rentrez ces données et facilement vous avez une liste de manifestations pendant votre séjour à Marseille. Les visites guidées, bien sûr, le programme de toutes les visites guidées, mais aussi des produits, entre guillemets, touristiques un peu insolites, comme un cours de bouillabaisse. On parlait tout à l'heure de la bouillabaisse, et les touristes nous ont tellement demandé comment se fait la bouillabaisse que l'Office du tourisme propose depuis quelques années un cours de bouillabaisse dans l'un des meilleurs restaurants de la ville.
Et ça a beaucoup de succès. Et puis on peut faire l'été des balades en kayak, des balades avec de palmes, de masques et de tuba pour aller explorer les fonds sous-marins sans faire de la vraie plongée, mais aussi des baptêmes de plongée. Et puis également un city pass. Donc ça, le city pass, c'est commun à pas mal de grandes métropoles. C'est un facilitateur de visite, je dirais, un passeport culturel et touristique qu'on achète pour 1 ou 2 jours et qui permet d'avoir accès à des visites de la ville, visites de musées, bien sûr. Dans notre cas, à Marseille, prendre le bateau, se rendre au Château d'If, visiter le Château d'If, prendre le petit train pour Notre-Dame de la Garde, mais aussi réduction et dégustation dans certains magasins partenaires. C'est un outil essentiel pour la visite de la ville. C'est vrai que c'est très pratique. Il y a de nombreux parcs et jardins aussi, on n'en a pas parlé. Oui, aussi. Marseille est une ville qui a la chance, outre les Calanques, donc c'est 20 km, un massif de 20 km entre Marseille et Cassis, mais a la chance de posséder de nombreux espaces verts, même dans l'hypercentre. Je vous citerai le Palais Longchamp, donc c'est là où a lieu le festival de jazz des 5 continents. C'est un immense jardin public. Autrefois, on y trouvait même le jardin zoologique de la ville. À l'heure actuelle, c'est un grand jardin dont le bâtiment principal, est un monument, est une sorte de palais, même si personne n'y a jamais habité, mais les Marseillais l'ont trouvé tellement beau qu'on appelle ça le Palais Longchamp, et où on trouve le musée des Beaux-Arts à gauche et le musée d'histoire naturelle à droite. Mais c'est en plein cœur de ville et vous pouvez aller vous y balader, c'est vraiment un endroit merveilleux. On a également le jardin du Pharaon. Donc là, le Pharaon, c'est en fait un lieu qui a abrité la résidence impériale de Napoléon III. Là, pour le coup, le palais du Pharaon. Et aujourd'hui, ce bâtiment est dédié au congrès. On en parlait tout à l'heure. C'est un centre de congrès superbe qui domine le Vieux-Port, qui est absolument merveilleux, mais aussi un jardin public accessible à tous. Donc un accès aux espaces verts très très facile. Le parc Borély ? Et bien sûr le parc Borély, qui est le plus grand parc de la ville, qui se trouve dans les quartiers sud, près des plages. Et alors qui, lui, a plusieurs fonctionnalités, j'allais vous dire, puisqu'il y a le château Borély qui va devenir le musée des arts décoratifs dès l'an prochain, donc une fonction déjà culturelle. Et puis on y joue à la pétanque lors du mondial La Marseillaise, qui est connue dans le monde entier. On y joue à la pétanque, on peut aussi faire son footing. On peut aussi aller faire un tour en barque sur l'un des lacs du parc Borély. Et puis il y a également un jardin botanique qui est superbe, un des plus riches et anciens jardins botaniques de France. Là, il y a un très joli jardin japonais qui vient d'être inauguré. Et puis on a aussi un jardin à la française qui est magnifique. Donc vraiment un lieu superbe à 3 minutes de la mer aussi. Donc on peut allier la plage et la détente dans le parc Borély. Sylvie Allemand, pour terminer, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Il fait très beau à Marseille. C'est l'été indien en fait chez nous. Et c'est vrai que c'est une saison hors été qui est très appréciée des vacanciers. Le rythme est plus calme et il fait encore des journées magnifiques. Là aujourd'hui on a un tout petit peu de mistral, donc un ciel bleu extraordinaire et un soleil qui brille. Voilà, la vie est douce à Marseille. Venez. Alors vous allez nous rappeler une dernière fois l'adresse du site internet ? Alors c'est www.marseille-tourisme.com. Sylvie Allemand, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et bonne chance à Marseille. Merci. À très bientôt pour un autre rendez-vous dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.